Il est 18h, vendredi 10 janvier 2020. C'est parti pour le petit dernier de la semaine. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc pour Accès Direct. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, me rejoint dans quelques instants. Il vient de présenter 18 propositions pour lutter contre les violences subies par les sapeurs-pompiers. Elles ont triplé en 10 ans. Nous y reviendrons. Notre rendez-vous quotidien de l'hiver, un jour une station, direction le Grand Bornand ce soir. Comme chaque vendredi, Camille nous a concocté quelques idées de sortie pour le week-end. Mais avant, on commence comme chaque soir avec les titres du JT. Et c'est Victoria cette semaine qui est aux manettes. Salut. Salut Fanette. Alors on va commencer avec un cocorico puisqu'il y a en ce moment les Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui, et double cocorico pour moi, Fanette, parce que Kathleen McFarlane a remporté une médaille en Super G et elle vient de la Vallée d'Eau, ma vallée. Donc voilà, petit cocorico pour moi aussi. On reviendra, hein, là on voit les images de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier soir. Donc on reviendra sur ces Jeux de la jeunesse qui se passent à Lausanne. Et puis l'écologie, ça s'apprend très tôt. Oui, dès l'école élémentaire, puisque une école de Haute-Savoie, de Lullin précisément, c'est un tout petit village, a obtenu un label pour son engagement éco-responsable. On verra un petit peu en quoi ça consiste. On est allé rencontrer ses élèves et ses enseignants. Et on reviendra également sur le futur schéma de cohérence territoriale dans les Aravis avec la parole des élus ce soir qui attendaient la fin de la concertation pour s'exprimer. Donc on verra un reportage d'Emmanuel Jaude. Merci Victoria, à tout à l'heure. On commence avec mon invité actu, le sénateur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez planché sur une liste de propositions avec deux autres sénateurs pour lutter contre les violences subies par les sapeurs-pompiers. Avant d'y revenir, un mot sur cette décision de la ville de Genève de déposer un recours contre l'autoroute du Chablais. Cette semaine, le gouvernement a signé la DUP le jour de Noël, le 24 décembre. Là, il y a un recours. La ville de Genève dénonce une concurrence déloyale envers le Léman Express. Une réaction ? Une réaction. D'abord pour vous dire que je suis très favorable au contournement du Chablais, à cette solution de désenclavement qui est vraiment très attendue par les habitants de cette région. Deuxièmement, en cela, je conteste la décision prise par le conseil municipal de la ville de Genève et pas le canton. Troisièmement, nous sommes un bassin de vie international dans lequel des décisions politiques de part et d'autre peuvent influer l'autre partie. Et en cela, il ne faut pas qu'on s'interdise, nous aussi, de contester les décisions des Suisses quand elles vont à l'encontre de nos intérêts à nous. Et je prends l'exemple, par exemple, de la scolarisation des enfants suisses. L'interdiction faite aux Suisses résidant en France de scolariser leurs enfants en Suisse. Ça a des conséquences financières énormes. Eh bien, faisons la même chose qu'eux, attaquons leurs décisions devant leurs tribunaux locaux, tribunaux fédéraux, pour que justice soit faite et que les grands principes de la coopération et de l'amitié transfrontalière soient appliqués de part et d'autre de la frontière. Ils veulent contester les décisions françaises, eh bien, nous pourrons contester des décisions suisses. C'est comme ça que tout le monde pourra revenir autour de la table et qu'on pourra construire un avenir commun. Ça reste quand même compliqué, cette amitié transfrontalière. Parce qu'elle est déséquilibrée et qu'il faut que la France, le côté français, le côté notamment haut-savoyard, soit beaucoup plus fort et aille aussi au combat quand c'est nécessaire de le faire. Alors on va parler des pompiers, des violences subies par les sapeurs-pompiers. Maintenant, sur les 5 premiers mois de l'année 2019, le nombre d'agressions serait en hausse de 50% par rapport à la même période en 2018. Elles ne sont pas anecdotiques, ces violences. Alors, médiatiquement, les violences les plus présentées au grand public, ce sont des violences importantes. On en a pu en voir à Thônes, à Faverges. Ça a créé une émotion importante, notamment chez nos concitoyens, chez les pompiers aussi. Mais ce qu'on a pu mettre en lumière dans notre rapport, c'est les violences du quotidien. Et ces violences du quotidien, dans 70% des cas, elles viennent de la victime elle-même ou de son entourage familial. Ces violences-là, elles n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, ou pas autant, et elles se sont généralisées, elles ont explosé. Et les pompiers expriment une forme de ras-le-bol que 3 sénateurs, Catherine Troendlé, Patrick Canet et moi-même, avons voulu mesurer, prendre en considération, et en prenant le pouls du terrain, nous nous sommes rendus compte que c'est un problème qui est dans tous les territoires. Et comment elles s'expliquent, ces violences-là ? Pour moi, l'explication la plus importante, c'est une explication de l'ordre d'une crise de la verticalité. Aujourd'hui, c'est une crise de l'État, mais aussi de tous les corps intermédiaires, et tout ce qui structure la société est remis en cause.
Et même les pompiers qui sont en uniforme, qui sont là pour sauver, pour protéger les biens, protéger les personnes, porter secours, même les pompiers sont victimes de cette crise de la verticalité. Les élus locaux sont aussi victimes de cette crise. Donc c'est une crise qui a des fondements sociétaux. Et les réponses, elles seront aussi sur un plan sociétal, pas seulement législatif. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas seulement dans le monde urbain ou dans les banlieues que se passent ces agressions sur les pompiers. Les régions dans lesquelles il y a le plus d'agressions pour 10 000 interventions, c'est la Bourgogne-Franche-Comté et l'Aquitaine. Donc des régions plutôt rurales, et dans la ruralité profonde, on assiste aussi à ça. Donc c'est dire que le mal-être de notre société, c'est une des manifestations qui est évidemment intolérable et contre laquelle on a un certain nombre de propositions, 18, mais qui est un phénomène qui irrigue tout le territoire national. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en travaillant sur ce sujet? C'est cette question-là. C'est le fait que, alors évidemment, il y a des caillassages dans les banlieues. On est allé en particulier à Marseille, voir les marins-pompiers, voir les pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Là, on est dans des phénomènes urbains, mais c'est de voir que c'est généralisé partout et que c'est dans l'entourage proche de la victime ou la victime elle-même qui devient l'agresseur. Alors, on n'armera pas nos pompiers, on ne leur donnera pas la possibilité de frapper, ce n'est pas du tout leur métier, mais il faut qu'on renforce considérablement l'accompagnement fait des pompiers. L'accompagnement au moment du dépôt de plainte, aucune agression de sapeur-pompier doit rester impunie. Au moment du suivi de l'affaire devant les tribunaux, y compris un suivi psychologique, un suivi pour que le pompier se sente accompagné. Et puis à la fin, il faut qu'il y ait une réponse pénale, qui soit une réponse pénale qui soit extrêmement forte. Alors ça fait partie de vos 18 propositions. On ne va pas avoir le temps de toutes les énumérer. Évidemment. Mais donc il y a le recours systématique à la justice. Évidemment. Un autre chantier prioritaire selon vous? On va prendre l'exemple de la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, le SAMU, les ambulanciers, les pompiers sont sur la même plateforme d'appel. Vous appelez le 15 ou le 18, vous arrivez au même endroit. C'est juste à côté d'ici. Et donc quelqu'un vous répond et quelqu'un c'est des gens qui sont sur le même plateau, qui sont capables de répondre en même temps. Nous, on souhaite qu'on ait des plateformes qui soient même communes avec le 17, c'est-à-dire avec les gendarmes. Quand sur une intervention dans un quartier particulier, chez une personne particulière, quand on sait qu'il y a des troubles de comportement, des troubles psychiques, psychiatriques, à ce moment-là, on peut envoyer 2 équipages, un équipage rouge de pompiers et un équipage bleu avec des forces de sécurité de police. Aussi, il faut renforcer la coopération avec la médecine, avec l'hôpital, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la médecine et de l'intervention d'un médecin. Et tout ce travail en commun pour mieux se connaître, que nos professions bleu, blanc et rouge, comme on l'a dit dans notre rapport, travaillent mieux ensemble, c'est quelque chose d'essentiel. La concurrence entre ces différents métiers du service public est inadmissible, inacceptable. Le président de la République a dit qu'il souhaitait la généralisation de ces plateformes communes. C'est une proposition cardinale de notre rapport. Les pompiers sont en grève depuis plusieurs mois pour plusieurs raisons. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour travailler correctement au regard de ce que vous avez vu en préparant ce rapport? C'est très variable d'un département à l'autre. Je considère, pour ma part, qu'en Haute-Savoie, nos pompiers ont les moyens de leurs actions. Il y a aujourd'hui des difficultés et des revendications qui sont des revendications nationales. Et il y a des discussions qui sont faites avec le président du conseil d'administration du SDIS, Christian Monteil, qui sont en cours. Le président du département et président du SDIS a des propositions à leur faire. Moi, je suis ces choses-là avec un certain recul, puisque je ne suis pas membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Je considère que globalement, dans les métiers du secours et dans les métiers de la santé, il y a des situations qui sont préoccupantes et auxquelles il faut faire attention pour que nous n'ayons pas de crise des vocations. Et la question des violences en fait partie. Donc il y a un contexte global de grève. J'ai eu l'occasion, notamment dans mes fonctions de rapporteur, sur tous les textes de sécurité civile, de recevoir régulièrement les syndicats de sapeurs-pompiers au Sénat. Je connais bien les problématiques. Je considère qu'il faut vraiment qu'on ait une attention qui soit importante. Elle n'est pas que législative. Elle peut l'être, notamment par le budget de l'État et l'argent que l'on consacre aux sapeurs-pompiers, mais elle doit être aussi locale avec les services départementaux d'incendie et de secours. Vraiment, en un mot maintenant, le calendrier, l'étape d'après? Alors, le calendrier, il dépend énormément du gouvernement. Parce que, comme je vous le disais, il y a des mesures qui sont législatives, c'est la loi. Elles sont assez peu nombreuses, finalement.
Il y a des mesures qui sont réglementaires, qui sont de l'ordre du gouvernement, hein, ce sont des décrets, des circulaires. Et puis il y a des mesures qui sont des mesures d'organisation. Les plateformes, ça peut se faire plus ou moins rapidement. Ça peut se faire très rapidement. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique nationale et que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État, Éric Nunez, et Laurent Nunez, aient la volonté de dire on le fait. Eh ben, peut-être que vous serez entendu. Merci beaucoup Loïc Hervy d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse rejoindre la régie. On va aller faire un petit crochet par Val d'Isère avant de partir au Grand Bornand, puisque j'ai le plaisir d'être avec Yves Rousserroir, qui est le producteur des Bronzés font du ski. Le film culte a 40 ans. Une grande soirée est organisée ce samedi dans la station où avait été tourné le film. Toute l'équipe du film sera là. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, dès qu'un télésiège s'arrête en station, il y a forcément l'un des passagers aujourd'hui qui chante « Et le toile des neiges ». Vous vous attendiez à ça il y a 40 ans? Écoutez, vous savez, quand on se lance dans une opération comme celle-là, avec des comédiens qui ne sont pas très connus, un metteur en scène également, et que vous n'êtes pas soutenu par des télévisions, à l'époque il n'y avait pas encore Canal+, il faut avoir une conviction et une certitude, c'est qu'on va faire quelque chose qui va marcher. Je pense d'ailleurs que c'est un peu l'attitude de tous les gens qui se lancent dans le cinéma. Ils croient tous au grand succès, mais quand vous constatez les résultats, vous apercevez, là j'ai reçu la cassette des Césars sur 100 films, vous en avez 82 qui n'ont pas d'existence. Et donc c'est assez exceptionnel qu'un film dure aussi longtemps. Mais il y a des raisons. Les comédiens se sont révélés comme d'excellents comédiens, et c'est assez rare d'avoir des comédiens qui sont aussi scénaristes, qui peuvent devenir metteurs en scène, et même certains d'entre eux sont devenus producteurs. Et puis un garçon comme Patrice Lecomte, qui avait fait de la bande dessinée, qui avait fait évidemment un film qui n'avait pas marché, les WC sont fermés de l'intérieur, donc tout ça faisait que c'était pas facile pour vendre le film. Et moi j'étais persuadé qu'on allait faire quelque chose qui allait marcher. Maintenant, 40 ans, voyez-vous, j'ai décidé d'organiser avec la mairie de Val d'Isère ce 40e anniversaire, parce que d'abord, j'étais pas sûr d'aller jusqu'à 50. C'était important de le fêter, cet anniversaire-là? Comment? C'était important de le fêter, cet anniversaire, de retrouver tout le monde à Val d'Isère? Ben oui, c'était. Je suis venu cet été à Val d'Isère et puis j'ai vu le maire et je lui ai dit tiens, ça serait une bonne idée de se réunir. Alors on devait faire ça avant Noël et puis il y a eu les grèves donc on a reporté et encore aujourd'hui c'était assez compliqué d'avoir tout le monde, mais on en a 5 en tous les cas qui sont là. Donc il y aura Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle et puis Bruno Moineau et Patrice Lecomte et puis moi bon évidemment dans le lot. Mais voilà c'est. Vous savez, il y a 40 ans, ou mettons 35 ans, j'étais à l'époque président d'Unifrance, l'organisme qui s'occupe de la promotion du cinéma français dans le monde. Et il y avait un grand banquet avec des journalistes, des tas de gens, et qui m'avait un peu titillé en me disant que finalement c'était une comédie qui n'irait pas très loin. Et à ce moment-là, j'ai pris l'exemple des films de Pagnol. Et je me suis dit, au fond, à l'époque, Pagnol n'avait pas d'autre but que de distraire ses concitoyens, mais personne ne doute que ces films font aujourd'hui partie du patrimoine culturel français. Et j'avais répondu à cette personne, je lui avais dit, vous savez, peut-être que dans 40 ans, les Bronzés font du ski feront partie du patrimoine culturel français. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment tout, et puis il y a beaucoup de gens qui l'aiment et l'apprécient, et je dirais que c'est un film transgénérationnel. Aujourd'hui, mes petits-enfants découvrent le film. Eh ben, merci beaucoup. Et puis donc je rappelle que demain samedi à partir de 18h30, vous donnez rendez-vous avenue Olympique avec toute l'équipe du film, vous les avez cités tout à l'heure, pour partager les souvenirs de tournage avec le grand public. Et ensuite, 19h. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai lancé une cuvée spéciale pour le 40e anniversaire donc, et je vais leur donner leur poids en vin. Et ben donc on pourra venir traquer. Aussi producteur de vin, voilà. Merci beaucoup, merci et puis très bonne soirée samedi. Il y a une première projection à 20h30 qui a fait le plein très vite, donc une deuxième projection est organisée à 22h, preuve s'il en fallait une du succès du film. Merci beaucoup. Après Val d'Isère, on va partir du côté du Grand Bornand avec notre rendez-vous quotidien de l'hiver. J'ai l'équipe du Grand Bornand, je suis en train de me perdre, voilà, qui est sur le plateau. Isabelle Pochacotti, vous êtes la directrice de l'Office de tourisme, et Jean Bourset, le directeur des remontées mécaniques. Bonsoir et merci à tous les deux d'être sur le plateau ce soir.
Alors, la Coupe du Monde de biathlon, les vacances de Noël, comment ça s'est passé ce début d'hiver au Grand Bornand? La Coupe du Monde de biathlon, ça a été un grand succès. C'est la 3e fois qu'Annecy-le-Grand Bornand organisait cette Coupe du Monde. Ça a été un très grand rendez-vous sportif avec les grands noms et les grands athlètes internationaux. Un grand succès populaire, plus de 60 000 personnes. Et grâce à l'ensemble de l'équipe d'organisation, les 850 bénévoles, eh bien, nous avons relevé pour la 3e fois ce défi. Et nous sommes très très heureux et je crois que Annecy-le-Grand Bornand sont en train de devenir en quelque sorte la planète biathlon en France et ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment porteur pour la station? Vous oui. voyez en termes oui. de progression par exemple puisque c'est la 3e édition? Oui, bien sûr, le nombre de spectateurs déjà, les retombées économiques, directes, indirectes, et puis l'éclairage médiatique absolument formidable. Et puis ce stade qui porte le nom de notre athlète, Sylvie Beckhardt, au centre du village, qui donne vraiment effectivement une ambiance toute particulière. Et oui, c'était vraiment quelque chose d'assez magique, il faut le dire. Ouais. Et après le biathlon, il y a eu l'arrivée des vacanciers. Comment ça s'est passé? Très bien, le biathlon a lancé la saison. On est dans l'activité neige, on est dans une ambiance qui devient tout d'un coup hivernale. Et donc les vacances de Noël se sont très très bien passées, avec une première semaine un peu chahutée au plan météo, une deuxième semaine parfaite. Un enneigement sur la totalité du domaine, en petite quantité, mais avec une qualité qui fait penser à des vacances d'hiver de février, une neige qui s'est bien tenue, une fréquentation très très forte. Je pense que c'est un des records de fréquentation la deuxième semaine des vacances de fin d'année comme ça. C'était équivalent à une grosse semaine de février. On a fait le plein tous les jours, on va dire entre 12 et 15 000 personnes selon les journées. Et un succès qui n'a pas été démenti. Il n'y a pas eu un fléchissement dans la semaine, ce qui est rarement le cas sur les fins d'année où les gens prennent plutôt le jour de l'an, par exemple, pour se reposer, etc. On a eu beaucoup de monde le jour du jour de l'an, c'est assez exceptionnel. C'est prometteur pour les prochaines semaines, notamment les vacances de février? Oui, ça on est tout à fait convaincus. Le produit était bon, les gens sont partis avec des images plein la tête, donc ils vont revenir. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Est-ce qu'il y avait du nouveau du côté du Grand Bornand cet hiver, notamment côté piste pour commencer? Oui, on a fait des gros chantiers sur l'été, qui se sont terminés juste avant la neige. On a remplacé 2 appareils anciens, pince fixe, par un appareil moderne, débrayable, très confortable, avec un débit très important. On a aménagé un nouveau secteur enfant qui est accessible directement en pied de piste. C'est quelque chose qui n'existait pas. Alors c'est le début d'un programme qui va s'étaler sur 2 ans à peu près, puisqu'on a tout un bâtiment qui va recueillir un certain nombre de services qui était étalé lui sur 2 ans, donc qui n'est pas en service cette année, et un remplacement d'un autre appareil un petit peu plus loin dans le domaine, qui est un appareil très ancien et qu'on doit transformer, le télésiège de la taverne. Donc l'opération Charmieux s'est très bien déroulée, la clientèle donc nombreuse a pu profiter donc de ce nouvel appareil avec des dispositions un peu particulières. On a 2 garde-angles qui ont limité les emprises sur le domaine naturel, on va dire. On a limité les profondeurs de terrassement grâce à ça. Et c'est assez original comme remontée mécanique. C'est la 2e, on va dire, qui existe sous cette configuration-là. Il y en avait une première esquisse sur une des stations d'extrémité à Méribel l'année dernière. Et là, ce sont 2 stations qui font un coude et qui donnent un grand confort de prise et de débarquement. Il y a eu aussi des efforts faits côté forfait pour plus de flexibilité, notamment pour le public local. Tout à fait, ça c'est des efforts qu'on fait chaque année. J'invite les gens à se rendre sur le site legrandbornand.com parce que je ne peux pas tout détailler, mais notre tête d'affiche c'est effectivement Grand Bolib, qui est le ski en télépéage, c'est ce qu'on appelle un PPU, pay-per-use. On paye en fonction de ce qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on est abonné, on ne passe pas en billetterie, on fait ça sur Internet, il y a des promotions très tarifaires qui sont très intéressantes, des fidélisations. Donc tout ça, on peut le découvrir sur le site legrandbornand.com et j'invite donc nos auditeurs, nos téléspectateurs à aller voir ce qu'on leur a présenté. Il y a des nouveautés aussi je voudrais relancer un petit peu le ski l'après-midi. Le forfait 4 heures a supplanté le forfait après-midi, ce qui fait qu'on se retrouve très souvent en fin de journée avec de la place dans la station. Donc, il y a notamment l'opération coucher de soleil. J'avais fait un reportage il y a 2-3 ans, c'est vrai que c'était pas trop mal la vue. Alors, coucher de soleil, c'est aussi c'est à l'attention de la clientèle de proximité, mais aussi la clientèle de séjour. C'est tous les jours pendant les vacances de février, c'est tous les samedis à partir du 25 janvier. Et ça, c'est pour soulager les attentes le soir. C'est pas la peine de perdre du temps sur la route, autant de passer dans le domaine jusqu'au coucher du soleil. Et ça donne effectivement des images parfaites, particulièrement magiques. Côté événementiel aussi, il y a une grande première, un escape game avec les skis au pied.
Oui, The Game by ESF, donc c'est un événement inédit, initié par le Syndicat national des moniteurs. Donc le Grand Bornand sera la station pilote cette année, puis après l'objet c'est de l'ouvrir à l'ensemble des stations. Tout le monde connaît un escape game, mais c'est la première en France, en ski. Donc durant une journée, par équipe de 2 à 5 personnes, ce sera le dimanche 26 janvier, les participants devront découvrir 10 énigmes et réaliser 10 tests pour l'énigme finale autour du thème de James Bond. Alors ce sera effectivement en immersion dans un site naturel extraordinaire qui est notre station. On va faire du ski, il y aura des tests Arva, il y aura un géant, il y aura l'airbag, il y aura plein de choses. On va beaucoup s'amuser, on va beaucoup réfléchir. Vous savez qu'il y a des amateurs d'escape game qui sont... Oui, ça prend vraiment un truc de l'ampleur. incroyable. Mais là, c'est bien parce qu'on le fait en donnant du sens à tout ça et dans cette immersion absolument géniale. Donc, je vous invite vivement à découvrir cet événement, à vous inscrire. Je suis sûre que ça va être un rendez-vous qui va connaître un vif succès et un rendez-vous intelligent. Et ça se passe sur le site thegamebyesf.fr. Il est encore possible de s'inscrire. Bien sûr, on attend à peu près 500 participants. Début d'inscription plutôt sympa. Donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut s'inscrire. Il faut découvrir ça. Non seulement il faut y aller, il faut s'inscrire. Voilà. Et puis l'événement qu'on ne présente plus au Grand Bornand, c'est évidemment Glisse en Cœur, 13e édition, avec l'association Mon École Extraordinaire cette année. Oui, effectivement, chaque année, nous changeons d'association, toujours des associations qui œuvrent pour les enfants. On essaye aussi de changer de thème. Nous n'avions jamais abordé le thème de l'éducation. Donc, Mon École Extraordinaire est basée à Annecy-le-Vieux. Et c'est une école qui permet à des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, alors ça peut être de la précocité, ça peut être des troubles autistiques ou autres, de pouvoir avoir cette école passerelle, parce que dans un système dit classique, ces enfants n'arrivent pas à trouver leur place. Et pendant quelques années, bien les accompagner dans une école, ça permet ensuite de pouvoir réintégrer l'école dite classique. Je rappelle que un des droits fondamentaux de l'enfant est le droit à l'éducation. Alors c'est un thème qui nous est très cher. Et puis le principe de Glisse en Cœur reste le même. Donc on va relever le défi des 24 heures de glisse non-stop par équipe de 8 à 10 skieurs. On va skier du 20, 21, 22. C'est ça, 20, tout à fait. 22, soirée de gala le vendredi soir à l'espace Grand-Beau avec un concert exceptionnel de Laurent Voulzy. Et puis le samedi et le dimanche, on se retrouve au Chinaillon pour relever le défi des 24 heures. On attend, comme chaque année, 150 équipes de skieurs. Pendant tout le week-end, on va parler de l'école Méo, on va parler de l'éducation pour tous, on va skier, on va s'amuser. Il y aura des groupes, il y aura une ambiance festive parce qu'on peut soutenir des enfants en s'amusant. Et puis un deuxième concert exceptionnel puisque c'est Yannick Noah qui nous fait l'immense plaisir de débuter sa tournée au Grand Bornand pour Glisse en Cœur. Et vraiment, je voudrais inviter nos téléspectateurs à participer à Glisse en Cœur, à monter une équipe. Je peux vous assurer que vous ne ressortez pas indemne de ces 24 heures. Vous pouvez aussi participer en faisant un don, en venant sur l'événement, en vous intéressant à ce que l'on fait. L'an dernier, je vous rappelle que pour les associations Étoile des Neiges et Grégory Le Marchal, nous avons réussi à relever le défi des 640 000 € de dons avec ces 24 heures. Alors là, on s'est fixé... C'est impressionnant la somme qui est collectée. On voit 608 000 € à l'écran. Ils ont terminé quelques jours après à 640. Et oui, c'est le principe d'un moment, si on met en mouvement toutes les énergies autour d'un même combat, autour d'une même cause, avec beaucoup de sens, eh bien ça fonctionne. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Et puis c'est formidable d'aider les enfants qui ont des parcours de vie un peu différents. Donc il y a un site qui est bien fait, je crois, c'est glissencoeur.com. Vous pouvez inscrire votre équipe, faire un don. Quand vous faites votre don, il va directement à l'école Méo. Vous recevez directement votre reçu fiscal. Donc c'est facile. C'est facile. C'est facile de participer à Glisse en Cœur. Regardez les images. Qu'est-ce qu'on s'amuse à Glisse en Cœur. Et puis il va faire beau en plus. Donc ouais, ça va être chouette. Et puis on sera sur le nouveau site avec le nouveau télésiège du Charmieux. Donc ouais, c'est chouette. Ça va être une belle édition, j'en suis certaine. Eh ben, rendez-vous est noté. Donc, ça commence le 20 mars. Merci beaucoup à tous les deux. Et j'en profite pour dire que vous n'êtes pas venus les 20 mains vides. Vous êtes venus avec 2 gros sacs, avec plein de choses à faire gagner à nos téléspectateurs. Donc, on vous remercie pour eux. Et maintenant, vous en avez l'habitude. Hein, pour les concours, ça se passe sur notre compte Instagram 8 Mont Blanc. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a plein de petites choses à aller gagner. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fanette. Merci. On va passer à Camille maintenant avec ses
ses bonnes idées pour le week-end et son agenda. Je vous laisse rejoindre la régie. Et on va rester en station, je crois bien, pour commencer ce rendez-vous. Salut Camille. Salut Fanette. Tu n'avais jamais vu les bronzés font du ski, je le dis publiquement. Est-ce qu'il t'a donné envie, le producteur? Bah écoute, oui, après, oui, tout à fait. Et je le regarderai peut-être ce soir. Tu sais quoi faire ce week-end. Voilà. Et donc, si jamais on ne regarde pas les bronzés font du ski, on peut aller faire un tour du côté de la Rosière. C'est ça, avec Jérémy Silva qui est en direct avec nous via Skype depuis le début de la semaine. Donc c'est la Freeride Week à la Rosière. Il y a des compétitions, des initiations, des animations, un petit peu de tout. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la Freeride Week? C'est quoi le concept? La Freeride Week, c'est une semaine dédiée au freeride. Au freeride, qui est cette discipline où on vient faire du ski hors piste entre les rochers dans une phase délimitée, et des juges viennent donner des critères pour élire le meilleur freerider ou la meilleure freerideuse, que ce soit en ski ou en snowboard. Et on avait une semaine entière dédiée à ça avec 3 compétitions. On a commencé dimanche avec les juniors de 14 à 18 ans. Mercredi, il y avait la 2 étoiles, un niveau intermédiaire. Sur la face du fort, et puis demain il y a la 4 étoiles, c'est juste avant le Freeride World Tour, avant les championnats du monde, avec 2 champions du monde qui seront là, donc du niveau assez important. Et tout au long de la semaine, on avait aussi pour le grand public des initiations, des conférences, des films au cinéma. Donc voilà, c'est une belle semaine de fête autour de cette discipline qu'est le freeride. Et en plus, il a fait beau toute la semaine. Vous avez plutôt bien réussi. Là-dessus, on a eu de la chance. On a vu le soleil. Alors à la Rosière, on a souvent le soleil, mais là, effectivement, c'était parfait. Et puis demain, ils annoncent encore grand beau. Donc voilà, si vous êtes par là, ça débute aux alentours de 10h30 sur la face nord du Valaisan, pour voir s'élancer les 85 participants dans cette face nord, et le spectacle qui sera au rendez-vous puisque c'est du niveau Coupe du Monde Freeride World Tour. Vous avez parlé de plusieurs grands noms, on peut en savoir quelques-uns? Bien sûr, alors on aura 2 champions du monde en snowboard. On a Marion Herty, champion du monde en titre, la snowboardeuse qui sera là. On a également Victor Delerue, le champion du monde de snowboard, qui sera présent. Après, des noms un peu plus prestigieux, même s'ils ne sont pas champions du monde, on a Vadek Gorak qui sera là, Juliette Wildman, et beaucoup d'autres skieurs et snowboarders qui seront présents à la Rosière pour faire honneur à cette face du Mont Valaisan. Le Mont Valaisan qui est ce nouveau secteur qu'on a inauguré l'année dernière et qu'offre depuis du haut de ses 2800 mètres d'altitude des opportunités inédites pour aller faire du ski hors piste et du freeride, entre autres. Ça fait du beau monde à venir voir. Donc demain, on retrouve toutes les infos sur larosière.net. Et puis, de toute façon, on ne va pas en dire trop puisqu'on vous reçoit dans Accès Direct le mardi 21 janvier sur ce même canapé. Donc on fera un petit tour sur les autres événements de la saison. Merci beaucoup, Jérémy. Avec grand plaisir et bon week-end à tout le monde. Merci. On poursuit avec une petite expo, Camille. Oui, une expo pour venir un petit peu taquiner la science, puisqu'on se rend compte que c'est en se trompant finalement qu'on apprend le mieux. Donc il y a des cubes colorés, comme on peut le voir sur les images qui passent. L'idée, c'est de répondre à des questions, d'imaginer l'aboutissement d'une expérience, et ensuite de lancer la petite manette qui va nous donner la réponse. Donc ça pousse à l'expérimentation, on fait appel à notre sens de l'observation. C'est jusqu'en août, de 14h à 18h, du mardi au dimanche à La Turbine, à Crangévrier. Au niveau des prix, c'est 5,50 € pour les adultes, 3 € en tarif réduit et 14 € pour les forfaits famille, 2 adultes et 2 enfants. Vous retrouvez toutes les infos sur La Turbine. Et puis la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc dans les starting blocks. Voilà, 16e édition, vous la connaissez bien si vous regardez 8 Mont-Blanc. Ça commence donc demain avec de multiples activités à Samans pour le prologue avec une petite étape de 8 km. La première étape officielle se fera à Morillon ce dimanche 12 janvier à 16h30 au pied du télésiège des Essers pour une étape donc de 31 km. C'est gratuit, vous retrouvez tout le programme sur grandodyssée.com. Et moi j'en profite pour dire qu'on sera partenaire cette année encore sur une étape pour faire vivre l'ambiance des arrivées. Donc ce mardi 14 janvier au G pour un accès direct spécial de 18h à 18h30. Et il me semble qu'on fera également un live la veille, mais je ne sais plus à quelle heure. Voilà. C'est le 13 janvier, ça sera du côté de Pradly-Saumon, oui. Et je crois que ça commence aux alentours de 14h. Voilà, il faut rester connecté.
connecter si vous voulez en savoir plus. Un peu de sport, forcément. Voilà, on a fait un petit micro-trottoir puisque le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, souvent donc sportif pour beaucoup d'entre vous. Et puis voilà, donc si vous habitez près de Thônes, vous pouvez venir tester une journée gratuitement dans le club Aravis Fitness. Il y a du yoga, des pilates, des abdos fessiers, du vélo, du step, etc., etc. Et aussi du trampoline. Donc voilà, on a de quoi faire pour se donner une idée. Vous avez jusqu'au 18 janvier pour vous y essayer, c'est gratuit. Il suffit de contacter aravisfitness@gmail.com ou le 06 43 89 64 98. Je suis en train de perdre ma voix. Il y a beaucoup de salles de sport qui font ça en janvier, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis on va partir du côté d'Antilly-sur-Léman pour une prévention secours civique. Voilà, c'est 2 sessions de formation au premier secours qui sont dans les locaux de l'école d'Antilly-sur-Léman pour valider le diplôme des préventions. Ça se passe ce samedi 11 janvier de 8h à 17h et le suivant samedi 18, même lieu, même heure. C'est une initiation au premier secours, c'est un rappel pour certains, une découverte pour d'autres. Dans tous les cas, c'est toujours bien de savoir comment faire pour agir vite en cas de besoin. Au niveau des tarifs, il faut compter 65 € pour la journée, c'est le prix de formation habituel. Et l'argent récolté sera reversé à une école, à l'école d'Antilly-sur-Léman pour financer les voyages scolaires des enfants. Et la formation sera assurée par un parent d'élève qui est sapeur-pompier. Pour les informations, ça se passe au 06 75 09 21 47. Et puis un petit clin d'œil à Cécile qu'on reçoit chaque mois sur ce plateau. Oui, voilà, c'est une grande habituée. Elle joue dans Ring ce samedi 11 janvier à 20h30 à l'auditorium de Seno avec Luciano de Francesco. C'est 17 scènes de couple qui oscillent un peu entre rire et drame. On va se retrouver avec des parents, des amants, peut-être des divorcés, des veufs. Voilà. Chacun a ses susceptibilités, ses idéaux, etc. Donc voilà, je pense une très belle pièce où je pense que Cécile va encore nous montrer de sa personne. Voilà, les tarif, c'est 21 € pour les adultes, 10,50 € pour les jeunes. Et sachez que si vous achetez en fait une place le samedi à 20h30, vous en aurez une autre pour le dimanche. Une place achetée, une place offerte. Donc voilà, ça peut vous permettre d'envoyer d'autres personnes de votre famille ou de vos proches pour aller les voir ou d'y retourner si ça vous a vraiment beaucoup plu. Et les infos, c'est sur auditoriumseno.com. Merci beaucoup Camille pour toutes ces bonnes idées. Tout de suite, c'est le JT après une petite page de pub.